J'étais à 10 000 mètres d'altitude, en train de conclure le plus gros contrat de ma carrière, quand j'ai reçu le message « Vous n'êtes plus nécessaire ». Aucune explication, aucun merci. Juste effacé, en plein vol, après avoir sauvé un contrat de 400 millions qu'ils avaient failli perdre sans moi. Ils pensaient que j'allais atterrir impuissant, mais ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà construit quelque chose de plus solide dans leur dos. Si vous avez déjà été sous-estimé, mis de côté, ou forcé de tout recommencer, alors que vous étiez celui ou celle qui tenait tout debout, cette histoire est pour vous. Restez avec moi. Et si ça vous parle, abonnez-vous et dites-le moi en commentaire. Le ciel à l'extérieur de mon hublot était d'un noir absolu, une couverture de néant au-dessus de l'Atlantique. J'étais quelque part entre Dubaï et Toronto, à 11 000 mètres d'altitude, quand mon écran s'est illuminé d'une seule notification sécurisée. Ce n'était pas un email, ce n'était même pas ma ligne directe. C'était via le canal chiffré qu'on utilisait qu'en cas d'urgence ou de licenciement. Je n'ai pas réagi immédiatement. L'homme à côté de moi ronflait à moitié dans son oreiller de cou, complètement inconscient. L'hôtesse passait tranquillement avec un plateau de jus d'orange et de biscotti. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai déverrouillé le message et c'était là. À effet immédiat, votre contrat avec Strathmore plus Cole est résilié. Vous n'êtes plus autorisé à représenter la firme. Veuillez cesser toute communication avec les clients. C'est tout. Aucune explication, aucun remerciement, aucun contexte. Juste une rupture froide larguée dans l'air pressurisé d'une cabine nocturne. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas cligné des yeux. Parce qu'ils ne savaient pas, ils n'ont jamais su que j'étais déjà parti bien avant l'envoi de ce message. Ils pensaient me prendre par surprise. Ils croyaient que m'abattre en plein vol allait me désarçonner. Mais la vérité, c'est que j'avais cessé de dépendre d'eux depuis des mois. J'ai baissé les yeux, refermé ma tablette et sorti mon deuxième ordinateur portable. Le noir mat, sans logo, sans autocollant, sans aucune affiliation visible. Ce n'était pas celui pour les réunions. C'était celui sur lequel j'avais tout construit, celui qu'ils ignoraient, celui doté d'une infrastructure qu'ils étaient trop arrogants pour imaginer que je puisse un jour nécessiter. J'ai ouvert un portail sécurisé et vérifié les journaux de serveurs. Tokyo était actif, São Paulo en pleine migration. Londres m'avait répondu 3 heures plus tôt. Je n'étais pas au chômage, j'étais juste sorti de leur système. Ils n'avaient même pas perdu un salarié, ils avaient perdu le contrôle sur l'architecte de leurs clients les plus fidèles. Et ils ne s'en étaient même pas encore rendus compte. J'avais clôturé 5 projets internationaux au cours des 6 dernières semaines. Tous sous leur bannière. Tous portés par des appels de minuit et des interventions de l'ombre qu'eux-mêmes ne comprenaient qu'à moitié. Et maintenant, avec un simple message, ils venaient de couper la seule personne qui tenait encore ses fils ensemble. Ce n'était pas une stratégie, c'était de l'ego, une cécité générationnelle déguisée en leadership. Ils m'ont viré en altitude, pensant que ça me briserait, mais ils n'ont jamais compris. J'ai toujours mieux travaillé au-dessus des nuages. Je n'ai pas été effacé d'un coup, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Chez Strathmore plus Cole, ils préféraient utiliser des gants de soie pour trancher la gorge. La première fois que j'ai senti un changement, c'était subtil. Mon nom retiré de la ligne CC d'une mise à jour de projet que j'avais moi-même rédigée. Ensuite, un organigramme révisé, reçu en retard, avec mon titre rétrogradé à conseillère projet, alors que je dirigeais toujours le sprint de conception pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai posé la question en passant, la réponse. Juste un ajustement interne, Mira, ne te prends pas la tête. C'était leur style, correction passive suivie d'un rejet désinvolte, et j'y aurais cru si ça ne s'était pas reproduit. Encore et encore.
La deuxième phase est arrivée lors du sommet stratégique trimestriel. J'avais passé 2 semaines à construire un modèle de prévision liant l'infrastructure verte verticale aux réseaux électriques régionaux. Une idée que personne d'autre n'avait même envisagée dans la firme. Mes slides étaient clairs, les données béton, la projection d'impact validée par 2 consultants externes. Je l'ai soumis anonymement, comme l'exigeait le protocole. 2 jours plus tard, ils ont annoncé le finaliste de notre vitrine interne d'innovation. Le présentateur, Julian Strathmore. Le contenu, mon modèle, mot pour mot, slide pour slide, jusqu'au code couleur. Il avait juste remplacé ma page de titre par la sienne et l'avait présentée comme s'il l'avait sorti tout droit de son imagination. Il n'avait même pas pris la peine de corriger l'erreur de formule que j'avais signalée dans les notes. J'étais assise au fond de la salle et j'ai regardé notre direction l'applaudir comme s'il venait d'inventer le verre. Personne n'a posé de questions. Personne n'a vérifié les journaux de soumission. Et moi, je n'ai rien dit. Parce que je savais déjà ce qui m'attendait si je le faisais. On m'aurait cataloguée comme difficile, perturbatrice, émotionnelle. Je l'avais déjà vu arriver à des femmes plus brillantes que moi, plus franches que moi, toutes évincées comme de simples éléments gênants dès qu'elles réclamaient du crédit. Alors je me suis tue. J'ai souri. J'ai hoché la tête quand Julian m'a dit ensuite « On est vraiment sur la même longueur d'onde ces derniers temps. » La même longueur d'onde, son mot à lui pour dire vol. Pendant les 2 mois suivants, le schéma a continué. Les réunions que j'avais toujours dirigées étaient désormais animées par des associés juniors qui, autrefois, suivaient ma logique de conception pas à pas. Mes emails restaient sans réponse, à moins que je ne mette Julian en copie. Les nouvelles recrues ignoraient que j'étais derrière la moitié du portefeuille international de la firme. They named him Shadow because he always sat in the shade beside the road like a silent guardian. At the rescue center, it took Shadow almost a week to eat while someone was near. Ça n'a pas commencé par une grande vision, ni par un montage façon Hollywood. Ça a commencé par un tableur. Un simple document codé par couleur, rangé dans un dossier personnel intitulé « Contingence ». Il contenait des noms, des dates, des références clients, des notes, de minuscules détails qui ne comptaient que pour quelqu'un qui avait connu l'effacement. Je ne dressais pas une liste d'ennemis. Je suivais des personnes comme moi, des gens oubliés, dépassés par la médiocrité, ou discrètement effacés du récit parce qu'ils avaient fait se sentir petits les mauvaises personnes. Chaque entrée obéissait à un schéma. Ils avaient levé la main au mauvais moment, exprimé une vérité avec le mauvais ton, dit non là où on attendait le silence. Il ne fallait rien de plus. Et c'était tout ce qu'il me fallait pour commencer. J'ai passé des appels discrets, pas avec des offres, avec des questions. Si tu pouvais construire quelque chose à partir de rien, sans barrière, sans plafond de verre, tu le ferais. La plupart marquaient d'une pause. Certains riaient, nerveux, fatigués. Mais les réponses finissaient par arriver. Dieu que oui. J'y pense tous les jours. Je croyais être la seule. À la 3e semaine, j'en avais 5 de convaincus. À la fin du 2e mois, nous étions 8. Pas n'importe qui. Des spécialistes. Une ingénieure en développement durable évincée pour avoir refusé de valider une fausse certification. Une juriste stratégique dont le signalement d'un manquement a été enterré. Un architecte de données à qui l'on a volé son algorithme d'urbanisme éco-efficace au profit de son VP. Je ne recrutais pas par compassion, je cherchais des cicatrices accompagnées de compétences. Des gens qui ne voulaient pas se venger, qui voulaient de l'espace. On n'a jamais appelé ça une start-up. Ce mot sonnait trop propre, trop aseptisé par la tech. Ce n'était pas de la disruption pour la gloire,
C'était de l'architecture comme acte de reconquête. On a appelé ça Fourth Flight, d'après le vol pendant lequel Strathmore m'a licencié, et aussi pour cette vérité simple, parfois, il faut 4 tentatives avant d'arrêter de demander la permission et de commencer à construire selon ses propres règles. On n'a pas loué de locaux, on n'a pas distribué de titres, on travaillait depuis là où on était, café à Tokyo, sous-sol à Chicago, toits à Berlin. Ce qui comptait, c'était l'alignement. Chaque élément qu'on concevait était modulaire, centré sur l'humain et évolutif. On créait des modèles jumeaux numériques capables de simuler le fonctionnement d'un quartier entier, pas pour l'esthétique, mais pour la survie. Nos contrats étaient rédigés en langage clair. Notre système de rémunération était transparent. On s'est mis d'accord. Personne ne détiendrait jamais la vision. Le but n'était pas de reproduire ce qui nous avait brisés. Le but était d'offrir aux clients une alternative qui ne les prenait pas de haut. Quand Strathmore et Cole ont lancé leur prochaine campagne vantant leur héritage et leur prestige, on était déjà en train d'intégrer notre premier client, une société logistique de taille moyenne à Santiago, qui voulait un hub fonctionnel intégré à un habitat à faible impact. Ils ne nous ont pas choisis parce qu'on avait une marque, mais parce qu'on ne vendait pas du jargon. On livrait des systèmes. Et contrairement aux autres cabinets qu'ils avaient consultés, nous, on écoutait. Le bouche à oreille a dépassé nos prévisions. Pas viral, pas bruyant, juste constant, comme un bourdonnement discret. Notre deuxième client est venu d'Oslo, le troisième de Jakarta. Tous venus par recommandation de personnes qui avaient travaillé avec nous dans le silence et ressenti la différence. Pas de brochure marketing, pas de campagne sur les réseaux, juste de l'exécution. Et derrière tout ça, on n'oubliait pas. On n'oubliait pas les salles dont on nous avait exclus. On n'oubliait pas les moments où on nous avait demandé de sourire en encaissant le sabotage. On ne portait pas de rancune. On portait de la précision. Chaque projet, chaque victoire était un rappel de plus. L'excellence n'a jamais eu besoin d'un podium. Elle a juste besoin d'un endroit pour atterrir. Quatrième, Vol n'a pas été construit par rébellion. Il a été construit par refus de se réduire, d'attendre ou de se laisser dire une fois de plus que ce n'était pas encore notre tour. Le premier signe qu'un changement s'était opéré ne s'est pas manifesté par un gros titre. Il est arrivé sous la forme d'un contrat, non signé, glissé de l'autre côté d'une table, en verre poli, à Tokyo, accompagné d'une seule phrase, écrite en police serif élégante. Nous faisons confiance à Mira, pas à la société. Aucun drame, aucune explication, juste une certitude. Je travaillais avec ce client depuis 4 ans. On avait reconstruit ensemble la moitié de leur chaîne d'approvisionnement après qu'un typhon ait détruit leurs installations côtières. Pendant que mon cabinet envoyait des brochures et des mots à la mode, moi, j'étais au téléphone à 2 heures du matin, redessinant les zones inondables depuis les halls d'hôtel. Ils ne l'ont jamais oublié. Et quand je suis partie, sans annonce, sans article, ils l'ont remarqué avant même que je dise un mot. La loyauté, la vraie, ne se proclame pas. Elle se tisse en silence, dans les liens construits après les horaires, au cœur des urgences, dans les vérités murmurées, entre 2 slides PowerPoint. Ce contrat à Tokyo n'était que le début. À Londres, un conseil d'administration FanTech que j'avais conseillé à travers 3 restructurations fiscales m'a contacté. Pas de signature d'email, juste un mémo vocal sur ma ligne personnelle. On a entendu ce qui s'est passé. Si tu pars en solo, on est prêt. Pas de questions, pas de conditions, juste une disponibilité immédiate. Je ne leur avais même pas encore fait de proposition. São Paulo a suivi.
le PDG d'une entreprise de climatech que j'avais mentoré pendant ses phases de croissance chaotique m'a appelé en plein embouteillage, klaxon en fond. On n'a jamais eu besoin du nom, a-t-il dit. On avait besoin du cerveau. Et le cerveau, c'est toi. Ce que mon ancien cabinet n'a jamais compris, c'est que je n'étais pas qu'une chef de projet. J'étais le fil conducteur. J'étais la constante. Ils ont bâti des départements entiers autour de mes modèles, mais ont attribué les mérites à ceux qui savaient mieux les présenter. Je n'étais pas la voix la plus forte dans la pièce. J'étais celle qui décrochait quand la pièce était vide et que la date limite était déjà en train de brûler dans le cou de quelqu'un. Les clients s'en souviennent. Ils se rappellent de l'architecte qui n'avait pas besoin de projecteur. Ils se rappellent de celle qui a résolu le problème, pas de celle qui a serré la main. Alors quand j'ai disparu, ils n'ont pas appelé l'accueil. Ils m'ont appelé moi. Et ils n'étaient pas en colère. Ils étaient calmes, respectueux, solides. C'est ça, la loyauté. Elle ne se brise pas à cause d'un mémo mal rédigé ou d'une trahison unique. Mais une fois qu'elle s'en va, elle ne revient presque jamais. Un à un, j'ai restructuré. Less responsible, but deep down, they know. It wasn't a failure, it was a choice. Mine. The day I activated the last protocol and never looked back. Ce n'était pas le plus gros contrat que j'ai jamais signé, mais c'était le premier qui portait uniquement mon nom. Aucun logo dans l'entête, aucune affiliation en bas de page, juste Mira Kessler, stratège principale, Fourth Flight Systems. Cette simple page représentait une révolte silencieuse contre l'architecture du verrouillage, contre le vol institutionnalisé, déguisé en structure. Le contrat venait d'une direction inattendue, une entreprise logistique nord-américaine en difficulté avec la montée en charge de ses infrastructures. J'avais travaillé avec leur COO 3 ans plus tôt, alors qu'elle était dans une autre société. À l'époque, j'avais résolu un goulet d'étranglement en moins de 48 heures, pendant que les soi-disant experts du cabinet débattaient encore des frais de conseil. Elle s'en souvenait. Cette fois, il n'y avait pas de présentation PowerPoint, pas d'appel d'offres, juste un appel privé. « On est prête à avancer », m'a-t-elle dit. « Avec toi, pas avec la personne qu'ils t'ont remplacée par. » J'ai pris une longue inspiration, presque incrédule face à la simplicité de cette phrase. Pendant des années, on m'avait conditionné à croire que la réussite devait être filtrée par les chefs d'équipe, les cadres, les couleurs de marque, le jargon corporate. Mais là, il n'y avait rien entre moi et la ligne pointillée. Aucun intermédiaire de pouvoir, aucune politique d'agenda, juste de l'exécution. Ce soir-là, seul dans un logement en location avec vue sur la rivière, j'ai ouvert le fichier de proposition et tapé mon propre nom à la dernière page. Quand j'ai appuyé sur « Envoyer », ce n'était pas un acte de rébellion, c'était une rectification. Le lendemain matin, la confirmation est tombée, contrat entièrement validé, financement approuvé, calendrier de mise en œuvre validé. Le processus entier avait été plus rapide que tous les projets que j'avais touchés chez Strathmore. Pas parce que le contrat était plus petit, mais parce que, cette fois, on ne perdait pas d'énergie à faire semblant que le talent devait être autorisé. Je n'en ai parlé à personne, je n'ai rien posté. Je n'ai pas envoyé de « regardez-moi maintenant » à mes anciens collègues. Il n'y a eu aucun applaudissement, juste des résultats. Pendant ce temps, Strathmore continuait de projeter sa confiance. Ils ont organisé leur gala annuel, déployé une nouvelle campagne de marque. Julian a donné une conférence à Berlin sur le thème « Héritage et confiance dans l'urbanisme moderne ». Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que la confiance sur laquelle il comptait s'était déjà déplacée en silence. Il n'y a pas eu de drame, pas de trahison publique,
Juste des livrables redirigés, des emails laissés sans réponse, des invitations ignorées. Et au cœur de tout cela, il y avait un contrat, un seul, qu'ils n'ont jamais vu disparaître. Parce qu'il n'est jamais passé par leur serveur. Il n'a pas traversé leur service juridique. Il n'a jamais eu besoin de leur tampon. Il a été rédigé, signé et exécuté entièrement hors de leur portée. C'est comme ça que ça commence. Pas par une tempête, par une signature, une qui ne porte pas leur nom. Et une fois qu'on l'a fait une fois, on ne revient jamais en arrière. Parce que l'on comprend que le pouvoir n'était jamais dans le titre, ni dans le bureau, ni dans la marque. Le pouvoir, c'est d'être la personne sans qui ils ne peuvent pas fonctionner. Et quand cette personne part, sans se retourner, c'est là que le bâtiment commence à se fissurer. Ce n'était pas censé être un affrontement, mais c'est ce que c'est devenu. Le sommet mondial sur le futur urbain était le genre d'événement qui n'admettait que les noms, pas les personnes. Des keynotes réservées des mois à l'avance, des panels verrouillés derrière des couches de chorégraphie corporate. Je n'étais pas invité, je n'en avais pas besoin. Je n'étais pas venu faire du bruit, j'étais venu mettre fin à la guerre silencieuse qu'ils n'avaient jamais vue venir. Le clou du sommet, un contrat international de 3,5 milliards de dollars pour un projet de Smart City, soutenu par une agence affiliée à l'ONU et 3 fonds souverains. Une initiative de 10 ans. 5 pays. Un seul lauréat. Strathmore plus Cole est arrivé comme de la royauté. Julian arborait son éternel sourire suffisant, serrant des mains comme quelqu'un qui croit que l'héritage se transmet. Leur stand était imposant, élégant, conçu pour les photos. Ils ont déroulé un discours truffé de rendus et de promesses recyclées. Optimisation densitaire par IA, design modulaire tourné vers l'avenir, modèle d'investissement durable. Moi, je regardais depuis le côté. Invisible, mais pleinement présente. Parce que je n'étais plus la distraction. J'étais l'alternative. Quand le tour de Fort Flight est arrivé, nous sommes entrés sans escorte, sans intro spectaculaire, juste avec des résultats. Je suis montée sur scène avec une simple chemise et une clé USB. Les modérateurs ont hésité une demi-seconde. Personne ne s'attendait à ce qu'on soit qualifié, encore moins qu'on soit là. J'ai inséré la clé dans la console et notre système s'est lancé. Ce n'était pas un concept, c'était une simulation en direct. 5 villes, 5 climats, 5 réalités politiques, chacune avec une grille d'infrastructure personnalisée, alimentée par des données réelles, pas des projections. Consommation énergétique suivie à l'heure près. Flux de transport modélisé selon les probabilités de déplacement de population. Système d'urgence superposé aux variations topographiques. Ce n'était pas une présentation, c'était un modèle fonctionnel de la décennie à venir. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas cherché à vendre, j'ai démontré. Quand j'ai terminé, je n'ai pas attendu les applaudissements. J'ai simplement dit, nos contrats sont déjà actifs avec 3 des 5 pays partenaires. Ce que vous voyez n'est pas une proposition, c'est déjà en cours. Il y a eu un long silence, et puis la pièce a changé, pas dans le bruit, mais dans l'immobilité. Celle qui n'arrive que quand la certitude s'effondre en temps réel. Un membre du comité de sélection s'est penché en avant et a posé la question que j'attendais. Où ce travail a-t-il été réalisé? Je l'ai regardé droit dans les yeux. En interne, par Fort Flight Systems. Julian était au fond, figé. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Peut-être qu'il avait senti le basculement avant qu'il ne frappe. Quand les votes finaux ont été comptés, le verdict était unanime. 4e flight obtenait le contrat. Effet immédiat. Strathmore plus Cole était retiré de la liste des partenaires privilégiés. Aucune explication fournie, aucune nécessaire. Je n'ai pas fanfaronné, je ne me suis pas retourné. J'ai simplement quitté la scène, passant devant Julian, qui se tenait là avec un sourire forcé,
qui n'atteignait pas ses yeux. On ne sait pas parler, pas besoin, parce que le message était déjà écrit, dans chaque livrable qu'il ne pouvait plus consulter, dans chaque fil d'email où il n'était plus en copie, dans chaque contrat où ma signature remplaçait désormais la leur. Le design final, ce n'était pas le modèle qu'on avait construit. C'était la vérité qui se tenait à côté. Quand on efface la personne qui a bâti vos fondations, il ne faut pas s'étonner si la structure ne tient plus. Je n'y suis retournée qu'une seule fois, pas pour réclamer quoi que ce soit, juste pour voir de mes propres yeux. Le bâtiment de Strathmore plus Cole paraissait plus petit que dans mes souvenirs, comme si son ombre ne s'étendait plus aussi loin maintenant que je n'étais plus dessous. Je ne portais pas de badge, je n'avais pas de dossier, je n'avais pas pris rendez-vous. Je n'étais pas là en tant que stratège, ni invité, ni même fantôme. J'étais juste une femme avec de l'histoire dans les murs. L'accueil n'a pas bronché quand je suis entrée. Marcus, le vigile de longue date, n'a même pas levé les yeux. Avant, il me saluait par mon prénom, me glissait des bonbons au gingembre pendant les longues semaines d'hiver. Aujourd'hui, il a simplement serré la mâchoire et détourné le regard. Je ne l'ai pas pris personnellement, je savais ce que signifiait le silence ici. J'ai marché le long du mur des distinctions, carreaux de verre gravés marquant récompense, promotion, jalons d'entreprise. Le mien était autrefois 6e rangée, 3e à droite. À présent, c'était vide, pas remplacé, supprimé, comme si je n'avais jamais existé. Il m'avait effacé complètement, croyant que supprimer équivaudrait à faire disparaître. Mais la vérité, c'est que je n'avais jamais disparu. J'avais simplement cessé de demander la clé. Je suis ressortie dans le froid, j'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé 3 noms des personnes encore piégées dans ce vieux système, celles qui, pendant les réunions tardives, me murmuraient qu'elles rêvaient de partir. À chacune, j'ai envoyé le même message. La porte est ouverte, si tu es prêt. Je n'ai pas attendu de réponse, je n'en avais pas besoin. Parce que je savais ce que c'est, ce silence, quand on se demande si sa valeur s'est évaporée dès que quelqu'un d'autre a parlé plus fort. Mais ici, au-delà des lecteurs de badges et des applaudissements recyclés, j'avais enfin trouvé quelque chose qu'aucun titre ne m'avait jamais donné. Un espace pour construire sans demander la permission. Et pour cela, je ne repasserai plus jamais leurs portes. Dans un monde obsédé par les victoires bruyantes et la reconnaissance publique, l'histoire de Mira Kessler nous enseigne la force discrète, tranchante, de la retenue et de la redirection. Elle n'a pas détruit le système à coups de pierre lancés contre ses vitres, elle s'en est simplement éloignée pour construire quelque chose de meilleur. Et quand ce mieux a prospéré, ceux qui l'avaient sous-estimé ont dû s'asseoir dans l'agonie silencieuse de la regarder réussir sans avoir besoin d'eux. Voilà l'essence du pouvoir, ne pas supplier pour être vu, mais devenir si efficace qu'on ne peut plus ignorer ce qui manque. L'un des messages les plus profonds de cette histoire, c'est que toutes les trahisons ne nécessitent pas une vengeance enflammée. Certaines injustices se règlent mieux en bâtissant ailleurs, en s'épanouissant là où le bruit ne peut pas suivre, et en laissant l'absence faire tout le travail. Le pardon, dans certains cas, est une forme de libération personnelle, lâcher prise sur ce qui ne vous valorise plus sans exiger que cela change. Mais il y a aussi une vérité plus froide. Parfois, le silence est le couteau le plus affûté. Il découpe votre espace dans ce monde, non pas par cruauté, mais par clarté. À toutes celles et ceux qui évoluent dans des environnements toxiques, qui se sentent sous-estimés ou qui se relèvent d'une trahison professionnelle, le parcours de Mira est un rappel, vous n'avez aucune obligation de rester fidèle à la dysfonction. Vous n'avez pas à hurler en partant, ni à brûler le pont derrière vous. Il suffit de marcher et de concentrer votre énergie
sur un endroit où votre voix ne sera pas seulement entendue, mais respectée. Ceux qui s'épanouissent après le rejet ne sont pas les plus bruyants. Ce sont ceux qui prennent la douleur, la transforment en savoir et avancent dans une direction qui laisse la trahison à bout de souffle dans le rétroviseur. Comment commencer aujourd'hui? Désabonnez-vous d'une source de validation toxique, un titre, une personne, une boucle d'approbation. Passez 15 minutes à cartographier votre valeur unique, ce que vous savez et que peu d'autres maîtrisent. Envoyez un message à quelqu'un qui vous a réellement valorisé par le passé. Reconnectez. Créez un dossier intitulé « Prochaine étape », sans pression, juste un espace pour recueillir ce qui vient. Envie de lire d'autres histoires comme celle-ci? Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Mira? Avez-vous déjà tourné le dos dans le silence et gagné plus fort? Commentez ci-dessous. Si ce récit vous a touché, partagez-le à quelqu'un qui construit quelque chose de puissant dans le calme. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de revanche qui résonnent comme un tonnerre discret.